Après avoir retracé l'histoire des découvertes jusqu'en 1934, date de la fin des fouilles de Woolley, nous avions, la semaine passée, décrit la façon dont ont été publiés les textes très abondants et variés qu'il avait exhumés. C'est là qu'il nous faut reprendre ce que, faute de temps, nous n'avions pu achever. Comme nous l'avons vu, la publication des textes découverts par Woolley à Our a été menée de façon fragmentée par nécessité. Aucun assyriologue n'a plus la capacité d'éditer des textes de toutes les périodes et de tous les genres. Mais l'inconvénient d'une telle façon de faire est évident. Aucune attention n'a été prêtée au contexte de découverte de ces textes. Et c'est particulièrement vrai pour l'époque paléo-babylonienne. Or, la clé permettant de rassembler les textes en fonction des ensembles découverts n'a été donnée que des années après la publication des textes eux-mêmes. Par manque d'argent, en effet, le rapport final sur l'époque paléo-babylonienne, qui avait été rédigé par Woolley et Malowan et édité par Terence Mitchell dès 1969, n'a été publié qu'en 1976. Enfin, grâce au volumineux catalogue des objets, qui inclut les tablettes, il est devenu possible de reconstituer les ensembles des textes en fonction de leur lieu de découverte. J'ai commencé à m'atteler à cette tâche dès la fin de ma thèse de troisième cycle, en 1979, et mes recherches ont fini par donner naissance à ma thèse d'État, soutenue en 1984 et publiée en 1986 sous le titre « Le clergé d'Our au siècle d'Hammurabi ». C'est le travail d'un assyriologue ayant l'expérience de l'archéologie et l'idée d'étudier des textes en fonction de leur contexte archéologique, qui paraît aujourd'hui une évidence, à l'époque était quelque chose de neuf. Et les résultats ont parfois dépassé mes espérances. J'ai eu particulièrement de la chance avec la maison numéro 7 Quiet Street, dans le quartier EM, qui abrita une famille de purificateurs à Bricum. Nous disposons à la fois de leurs archives familiales et de textes littéraires et scolaires, et on aura l'occasion par la suite de revenir en détail sur ce cas extrêmement intéressant. Mon idée, c'était non seulement de franchir la barrière séparant l'archéologie et la philologie, mais à l'intérieur même de l'assyriologie, de transgresser la traditionnelle frontière qui sépare les spécialistes des textes nobles, les inscriptions royales, les textes littéraires et religieux, des tâcherons qui s'occupent des documents d'archives, lettres, contrats, textes administratifs. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble, parce que les textes s'éclairent les uns les autres. Et faute d'avoir compris cela, eh bien, un certain nombre d'éditeurs des textes nobles sont passés complètement à côté de la véritable signification des textes qu'ils éditaient. Là encore, on reviendra sur le détail. Je vous avais aussi promis la semaine dernière de vous présenter deux projets de recherche, l'un qui vient de se terminer, l'autre qui vient de commencer. Le premier s'appelle Our Online. Il a été rendu nécessaire par le fait que les très abondantes informations recueillies sur plus de 5 millénaires, qui ont permis à Woolley de publier un rapport définitif en 9 gros volumes, l'ont obligé à faire des choix. Et donc, la question était de savoir sous quelle forme on pourrait avoir accès à tout le matériel qui n'a pas été complètement édité dans les volumes. Et le choix qui a été fait, c'est un site Internet dans lequel eh bien, on a accès à la documentation brute, si je puis dire. Donc, ce projet a associé des conservateurs du British Museum et du musée de Philadelphie. Il a commencé en 2013, s'est achevé en 2016, et désormais, vous pouvez trouver l'intégralité de la documentation conservée à Londres et à Philadelphie, les photos, les fiches, les carnets de fouilles, etc. Tout cela est directement consultable sur la toile avec de nombreux liens entre les différents fichiers. Par ailleurs, j'ai lancé en octobre dernier, avec mon équipe, un projet que l'ANR finance pour 3 ans et qui s'appelle donc Écriture, un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de retenir facilement le nom et l'objet du projet. Nous sommes partis d'un constat. La plus grande partie des textes de UET5 est connue seulement par des copies,
le catalogue et des index, et dans lesquels il y a en plus beaucoup à revoir. On en verra un exemple tout à l'heure. Et il y a aussi tous les textes issus des fouilles de Houlet publiés en dehors de ce volume, et puis tous les textes découverts avant ces fouilles, qu'il s'agisse de missions régulières ou pas. Dans un premier temps, nous procédons à l'intégration de tout ce matériel sur le site Archibab en préparant des éditions électroniques et en reconstituant les archives, en complétant donc ce qui a été fait par moi en 1986 et par Marc Van Mierop en 1992. Pour faire cela, nous bénéficions des fiches qui ont été établies à Berlin dans les années 70 par Johannes Renger et son équipe, qui nous ont été transmis par l'intermédiaire d'Eva Kanchik, et aussi de l'édition des lettres qui a été faite par deux collègues néerlandais tout récemment et qui ont été d'ores et déjà intégrés au site. Alors à mesure qu'on reprend les textes pour les intégrer dans Archibab, eh bien, on fait des découvertes ponctuelles. Il y en a déjà deux qui ont été signalées dans le dernier numéro du journal Naboo. Et à partir de tous ces textes, eh bien, il y aura des études thématiques plus complètes. L'idée est en même temps de faciliter l'exploitation des textes découverts dans les nouvelles fouilles que je vais vous présenter maintenant. Sur le site d'Our, depuis 1934, la fin des campagnes de Houlet n'ont eu lieu pratiquement que des campagnes de restauration de certains monuments, et notamment de la fameuse ziggourate. Le service des Antiquités, dans les années 1960, a entrepris de restaurer assez fortement le premier étage de ce monument. Dans la région, ces dernières années, il y a eu la reprise d'activités archéologiques. Des Anglais ont fouillé le site voisin d'Our qui s'appelle Tel Khyber, et Eleanor Robson nous en a parlé l'année dernière. Pour ceux qui auraient manqué ces cours, eh bien, vous pouvez les retrouver sur le site du Collège de France puisqu'ils ont été enregistrés. Et par ailleurs, Elizabeth Stone et son mari Paul Zimanski ont ouvert un nouveau chantier à Tel Saharia, qui est un site situé à 6 km au nord-est d'Our, dont elle aura l'occasion de nous parler au mois de mai, puisque le Collège de France l'a invitée à donner 4 conférences. Donc une sera consacrée à ce site, et puis une autre, bien entendu, aux fouilles nouvelles d'Our. Alors en 2015, Elizabeth Stone a obtenu de l'Iraqi State Board of Antiquities and Heritage l'autorisation de reprendre la fouille d'Our. Et comme je vous l'ai déjà dit, elle m'a proposé d'être l'épigraphiste de sa mission, ce que j'ai accepté avec enthousiasme, puisque mon travail dans le sud de l'Irak à Larsa avait pris fin en 1989. Dans son état actuel, le site d'Our a été préservé du pillage en raison de sa proximité avec une importante base militaire. La sécurité du site est assurée, le site est entièrement clôturé, gardé à l'entrée par des policiers nuit et jour. Donc vous avez la ziggourate qui domine le site. Et du point de vue logistique, ce qui est très pratique, c'est que la maison de fouille est sur le site même. Par ailleurs, Our ne se trouve qu'à 15 km de la ville de Nasiriyah, avec une route goudronnée, et la maison de fouille dispose d'eau, électricité, même air conditionné, et Internet par Wi-Fi, conditions évidemment qui tranchent complètement avec ce que j'avais connu dans les années 70 et 80 à Larsa, et qui m'ont même, je dois avouer, fait un drôle d'effet. De revenir travailler dans le sud de l'Irak avec toutes ces conditions, c'est quelque chose d'évidemment très précieux pour la qualité même du travail. Et c'est donc sans problème que la première campagne a pu avoir lieu à l'automne 2015. Le premier objectif qu'Elizabeth Stone s'était fixé concernait le quartier dit AH, au sud-est du cœur de la ville, le cœur étant occupé par le sanctuaire de Nana. Ce quartier AH avait des maisons d'époque néo-babylonienne, médio-babylonienne, mais qui étaient assez mal conservées, et lorsque Houlet a atteint le niveau du début du deuxième millénaire, le niveau paléo-babylonien, eh bien, il a décidé de fouiller en extension
Une fouille donc de plus de 8000 mètres carrés qui a été entreprise, mais Woolley s'est volontairement abstenu de descendre en dessous. Et donc, une des idées d'Elizabeth Stone, c'était d'aller voir en dessous pour essayer de retrouver des habitations de la fin du IIIe millénaire, dont, logiquement, les ruines devaient se trouver sous le niveau paléo-babylonien. Et par ailleurs, l'idée était de reprendre la fouille de nouvelles maisons, de façon qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on puisse compléter l'approche plus limitée que Woolley en avait faite dans les années 20 et 30. Donc 4 chantiers ont été ouverts. Dans le quartier H lui-même, en profondeur, il y a eu un chantier à Baker Square et le chantier numéro 2 à Niche Lane. Et puis 2 complètement nouveaux ont été ouverts à la périphérie du site à H, le chantier 3, Area 3, au nord, et le chantier 4 au sud, au contraire. Tout cela a permis de découvrir une trentaine de documents inscrits. Il y a eu quelques textes paléo-babyloniens, quelques tablettes de l'époque de la troisième dynastie d'Ur, mais de façon inattendue, le plus important, ça a été un lot de 18 tablettes paléo-acadiennes. C'est une période qui, jusqu'à présent, était à Our très mal attestée par les textes. J'ai déjà rendu compte de ces découvertes dans une note et dans un article sous presse. Au printemps 2017 a eu lieu la deuxième campagne. L'équipe, déjà constituée par Elizabeth Stone avec le concours du responsable des antiquités de la région de Nasriya, Abdelhamir Al-Hamdani, a été renforcée par un groupe de l'Université de Munich dirigé par Adelaide Otto. La fouille de 2 maisons dans les chantiers 3 et 4 du chantier AH, déjà entamé en 2015, a été poursuivie, et un 3e chantier, plus au sud, a été ouvert par l'équipe allemande qui a permis de découvrir une 3e maison, avec un total de plus de 120 documents inscrits, découverts dans ces 3 bâtiments, ce qui a fait donc de cette campagne une excellente cuvée. Sur le chantier 3, le bâtiment qui a été découvert correspond à l'architecture classique, je dirais, de l'époque paléo-babylonienne, une maison dont les assises inférieures étaient construites en briques cuites, les assises supérieures étant en briques crues, et les sols étant le plus souvent dallés. On y a découvert un lot de 45 tablettes cunéiformes autour du caveau funéraire, situé selon la coutume sous l'une des pièces principales, 12 tablettes ayant même glissé à l'intérieur du caveau au moment où la maison fut pillée en 1738, les traces de l'ouverture sauvage du caveau étant clairement visibles au moment de la fouille. Ces tablettes sont datées du roi de Babylone Hammurabi et de son fils Samsu-Iluna. On verra tout à l'heure qu'en 1763, le royaume de Larsa, auquel appartenait la ville d'Ur, a été annexé par Babylone, qui a gardé le contrôle de cette région pendant 25 ans. Le personnage principal de ces archives est un général nommé Abissoum, assisté par plusieurs colonels. Et ces archives révèlent les activités économiques habituelles pour ce genre de notables. On voit Abissoum qui loue des champs qu'il cultive, qui embauche du personnel pour quelques mois et qui effectue de nombreux prêts. Il y a bien d'autres informations qui viennent de ces archives dont je ne vous parle pas maintenant parce que je les intégrerai au fur et à mesure des différentes thématiques que nous serons amenés à développer dans les semaines qui viennent. Cette maison n'a pas été encore fouillée en totalité et on peut espérer, bien entendu, y découvrir d'autres tablettes qui permettraient de mieux connaître à la fois les activités de ce général babylonien et en même temps les conditions dans lesquelles le site a été abandonné en 1738. Dans le chantier ouvert en 2017 par l'équipe munichoise, dirigée par Adelaide Otto, eh bien, on est dans un cadre géographique très différent puisqu'on se situe à plusieurs centaines de mètres au sud du quartier AH et la fouille, très rapidement, a exhumé une demeure particulièrement grande et soignée. Le fait que cette zone n'a pas été réoccupée massivement après la fin de l'époque paléo-babylonienne explique que la hauteur de conservation des murs soit faible, mais ça a l'avantage aussi de limiter le volume de terre à évacuer.
et donc de permettre une expansion assez rapide du chantier. En revanche, l'état de conservation des objets en a pâti, notamment en raison des remontées de sel qui affectent aussi l'argile des documents inscrits. Les textes n'ont pas été découverts sur le dernier niveau d'occupation, mais dans la couche en dessous. Les plus anciens datent du règne du roi d'Issine Iraimiti, vers 1870, et les plus récents, 35 ans plus tard, sous Tsili-Adad. Et donc on a ici un lot qui est antérieur d'une centaine d'années à ce qui a été découvert dans la maison d'Abissoum, qui s'arrête en 1738, et bien entendu, ceci est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les tablettes, le plus souvent fragmentaires, ainsi que des étiquettes scellées, ont été retrouvées, mêlées à des tessons, des ossements et autres déchets qui sont actuellement en cours d'analyse. On a la chance d'arriver à savoir qui était l'occupant de cette belle demeure, car une figure se dessine, celle d'un certain Sin Nada, qui est décrit par la légende de son sceau-cylindre comme fils de Igiana Kezu, scribe, intendant du temple de Ningal. Alors, ce sceau figure sur un certain nombre d'étiquettes en argile, comme celle-ci, mais aussi sur des fragments d'enveloppes de lettres. Il est vrai qu'en principe, on retrouve les lettres chez leurs destinataires et pas chez leur expéditeur, et donc cela devrait théoriquement exclure d'identifier Sin Nada comme l'occupant de cette maison. Mais il se trouve qu'une des lettres qui a été retrouvée dans le lot a été adressée par Sin Nada à une femme nommée Nutuptum. Sin Nada commence par faire la liste de toute une série d'objets qu'il fait parvenir à Nutuptum, et il termine sa lettre en ajoutant « Je reviens dans 10 jours ». Et du coup, on comprend la situation. En fait, cette lettre, il l'a expédiée pendant qu'il était en voyage, mais c'est bien lui, l'occupant de la maison. Et cette découverte, évidemment, va avoir des conséquences sur la façon dont il faudra considérer d'autres maisons dans lesquelles on a trouvé des lettres. Un cas de ce genre montre de façon assurée qu'on peut fort bien retrouver des lettres écrites par l'occupant dans la maison lui-même lorsqu'il en est absent. Un autre intérêt des découvertes épigraphiques dans la maison de Sin Nada, c'est un certain nombre de tablettes scolaires. On en reparlera plus tard. Là encore, la maison n'a pas été fouillée en totalité. Le nettoyage de surface a permis de voir que la maison s'étendait sur une surface beaucoup plus grande que ce qui a été dégagé, et ceci réserve sûrement de bonnes surprises pour la prochaine campagne qui est prévue au printemps 2019. Donc rendez-vous dans un an. J'en viens maintenant à ce que j'avais annoncé comme thème principal de la séance d'aujourd'hui, à savoir l'histoire de la ville d'Our à l'époque paléo-babylonienne. La mise au point la plus complète est celle de Marc van de Meerop dans son livre de 1992. J'ai moi-même écrit une histoire politique du Proche-Orient amorite plus tard qui complète ce travail sur un certain nombre de points, mais qui a une portée beaucoup plus générale, et il y a des nouveautés qui sont parues depuis que je vais tâcher d'intégrer dans cette rapide synthèse. Il faut commencer par rappeler que nous ne possédons aucun récit de type chronique, mais cela vaut pour l'ensemble de l'époque paléo-babylonienne. Les sources dont on dispose sont de plusieurs types. On a quelques textes littéraires comme la Lamentation sur Our ou encore la Lamentation sur Sumer et Our, ou encore des hymnes. On a également des inscriptions royales. Le corpus en a été réuni par Douglas Frayne dans le volume Rime 4 en 1990, mais là encore, il y a des textes parus depuis, notamment le volume Cussas 17, qui est paru en 2011. Il y a des noms d'années, puisque le système de datation des documents à l'époque paléo-babylonienne consistait à donner un nom à chaque année dans lequel on commémorait un événement marquant de l'année antérieure. Malheureusement, on n'a pas toujours de liste, on le verra en particulier, c'est gênant pour reconstituer un certain nombre de règnes pour lesquels on trouve les noms d'années sur des documents, mais on n'a pas de liste récapitulative qui nous donne la séquence chronologique de ces noms d'années.
C'est quelquefois très gênant. Et puis, on peut parfois reconstituer un certain nombre d'événements politiques importants à partir de textes d'archives, y compris de modestes documents comptables. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Dans cette période de 260 ans, je vous propose de distinguer 4 phases de longueur inégale. On a d'abord, entre 2004 et 1926, une période d'à peu près 80 ans, marquée par la chute de la troisième dynastie d'Our et le remplacement d'Our par Issine comme capitale. Entre 1926 et 1866, une période d'environ 60 ans, où une nouvelle dynastie s'est installée à Larsa et a disputé au roi d'Issine le contrôle d'Our. Il y a ensuite à peu près un siècle pendant lequel Our a appartenu fermement au royaume de Larsa. Et pour finir, un quart de siècle, sans S, excusez-moi, de 1763 à 1738, où donc Hammurabi a annexé le royaume de Larsa à son royaume de Babylone et son fils a continué à dominer la région et donc la ville d'Our. Première phase, donc, la chute de la troisième dynastie d'Our et l'avènement de la première dynastie d'Issine. Il faut dire que le premier siècle du deuxième millénaire présente un caractère très paradoxal. D'un côté, les rois d'Issine ont joué le rôle de successeurs des rois d'Our et se sont appliqués à souligner la continuité de leur domination avec la période précédente, mais en réalité, des changements très importants semblent s'être déroulés, dont les sources écrites ne nous informent que très peu. Le dernier roi de la troisième dynastie d'Our, Ibissine, est connu par des sources variées, mais pas toujours fiables et pas toujours précises. Il y a d'abord la correspondance royale. Alors cette correspondance royale, elle pose un problème historiographique considérable, parce qu'on n'est pas sûr de l'authenticité des lettres qui nous sont parvenues. Elles ne sont connues, en effet, que par des copies beaucoup plus tardives, datant pour l'essentiel du XVIIIe siècle avant notre ère, et correspondant à un travail d'écolier. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans ces lettres. Certaines, à l'évidence, sont des sortes de pastiches. D'autres pourraient nous transmettre quand même un cœur historique, et faire le tri dans tout cela est loin d'être évident. On a aussi des présages historiques relatifs à Ibissine, le dernier roi de la troisième dynastie d'Our, qui posent les problèmes habituels d'historicité par rapport à ce genre littéraire. On a donc les textes des Lamentations qui décrivent la fin de la troisième dynastie d'Our, mais sur un mode lyrique très particulier. Et donc là encore, extraire des informations historiques de ce genre de texte est loin d'être aisé. Un hymne à Ishbiera, le fondateur de la première dynastie d'Issine, pourrait nous en dire plus s'il était mieux conservé. Donc les informations historiques qu'on peut en tirer sont très incertaines, et on a enfin un certain nombre de documents administratifs. À partir de ces sources, on ne peut donc donner que des indications très générales sur les conditions de la chute de cet empire qui avait duré plus d'un siècle depuis sa fondation par Urnammu. Les sources antiques mettent l'accent sur les facteurs politiques de l'effondrement du royaume d'Our et d'abord sur des facteurs externes, en particulier les invasions amorites. Alors, les textes décrivent poussées de populations parlant un idiome ouest-sémitique qui sont censés venir de l'ouest, comme l'indique leur nom, Amurum. Donc, on a pensé qu'ils avaient été chassés de Syrie occidentale par la sécheresse, mais ce point reste encore à vérifier. En tout cas, ce sont des gens qui étaient clairement attirés par les richesses du pays de Sumer. Dans la bibliographie récente, en particulier dans le livre de Michalowski sur la Lamentation sur Sumer et Our, sur la correspondance des rois d'Our,
l'accent est mis sur le fait que ces Amorites sont surtout mentionnés en lien avec la vallée de la Diyala, mais ceci ne préjuge pas d'une origine plus lointaine. On sait que les rois d'Our ont essayé de se protéger en construisant successivement 2 murs. J'en ai parlé ici même lors du colloque de rentrée de 2016. Et donc, vous pouvez retrouver, si vous voulez plus de détails, la vidéo, là encore, sur le site du collège. Tout cela est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de facteurs internes qui expliquent la chute d'Our. Alors, certains de ces facteurs, on les trouve mentionnés dans la correspondance, notamment la traîtrise d'Ishbiera. Au départ, Ishbiera semble avoir été envoyé dans le nord du royaume par Ibicine pour rassembler du grain pour la capitale. Et il a envoyé des lettres en prétendant qu'il était empêché de remplir sa mission par les Amorites qui coupaient les routes, et c'est la raison qu'il invoque pour avoir stocké tout ce grain dans la ville d'Icine. Et puis ensuite, dans cette correspondance royale, on voit des lettres d'Ishbiera dans lesquelles il réclame à Ibicine d'être chargé de la défense d'Icine et de la ville voisine de Nippur, ce qu'Ibicine n'était pas en position de lui refuser, mais qu'il vécut comme une véritable trahison. Et dès l'an 8 d'Ibicine, Ishbiera s'est proclamé roi, mais Ibicine s'est maintenu à Our pendant encore 17 ans. Donc il régnait sur un royaume encore de territoire très limité, et on voit bien que ces noms d'années cessent peu à peu d'être employés dans les villes plus éloignées de son royaume, par exemple à Eshnouna. Notre analyse contemporaine souligne d'autres facteurs de désagrégation de l'empire d'Our, en particulier de nature économique. L'époque de la troisième dynastie d'Our est marquée par une volonté de planification qui semble bien avoir abouti à une catastrophe. On en a eu des exemples plus récents, mais c'est sans doute le premier exemple de dirigisme économique qui se termine mal dans l'histoire de l'humanité. Et à ce titre-là, c'est intéressant, bien sûr. Et en particulier, ce système n'était viable que si les voies de communication étaient contrôlées, et c'est là où les Amorites semblent avoir joué un rôle perturbateur important. Mais le coup de grâce ne fut pas donné par les Amorites, il fut donné par des populations iraniennes, les gens de Shimashki et les Élamites, qui ont mis le siège à Our, affamant les habitants. Finalement, il semble que la population ait ouvert les portes. Les Élamites auraient mis la ville à sac, massacrant les habitants, détruisant les sanctuaires. Le roi Ibicine a été emmené à Anshan, mais aussi la statue du dieu Nana, et les Élamites ont laissé une garnison sur place. À partir de ce moment-là, donc, on passe officiellement, d'après le découpage historique, de l'époque de la troisième dynastie d'Our à l'époque paléo-babylonienne, avec donc comme ville clé la ville d'Icine, qui est actuellement Ishan Bahriyat. C'est un site qui a été fouillé par une équipe de l'université de Munich de 1973 à 1989 sous la direction de Bartel Houda. Mais comme toujours, les fouilles découvrent l'état final d'une période, et en l'occurrence, donc, le site ayant été abandonné à la fin du règne de Samsu-Iluna, on a beaucoup plus de textes qui datent de cette période-là que de textes qui datent du début de l'époque paléo-babylonienne. On sait hélas que ce site a fait partie des pires cas de pillage en 2003 et dans les années qui ont suivi. Si l'on revient maintenant à Our, la rupture est clairement marquée dans les sources par l'arrêt de toutes les archives qui existaient à l'époque d'Ur III. Et il n'y a plus aucun texte après Ibicine 24 et aucun qui soit daté de l'époque d'Ishbiera. Donc là, on voit bien qu'il y a une césure qui s'observe. Et la reprise des textes ne commence qu'après une lacune de 15 ans. Mais il faut dire que le témoignage de l'archéologie n'est pas aussi net que Woolley l'a indiqué. Il a voulu voir à beaucoup d'endroits la trace de destruction élamite qui ne sont pas si nettes que ce qu'il a prétendu. Quoi qu'il en soit, les rois d'Icine ont affiché une très grande volonté de continuité par rapport à la période précédente.
Elle est marquée par, culturellement, la poursuite de l'utilisation de la langue sumérienne, y compris pour les textes administratifs, alors que le sumérien était clairement devenu une langue morte à cette époque-là. Du point de vue idéologique, cette volonté de continuité se voit notamment par certains hymnes qui louent les rois d'Icine d'une façon extrêmement semblable à ce qu'on trouve dans des hymnes glorifiant les rois de la troisième dynastie d'Ur. Alors, les principaux événements à l'intérieur du règne d'Ishbiera, c'est d'abord le fait que, 8 ans après la chute d'Ur, Ishbiera réussit à expulser la garnison élamite qui était restée à Ur. Et puis, ensuite, il se commémore la construction de trônes pour les dieux Nana et Ningal. Il répare un bâtiment, le double Amar, dont on reparlera. Et dans le nom de sa 31e année de règne, donc en 1989, il se vante d'avoir installé Ur fermement dans son emplacement, sans qu'on sache ce que cela veut dire exactement. Son successeur, Shu-ilishu, a eu comme fait majeur d'avoir fait revenir la statue du dieu Nana depuis Anshan, le site de Talimalian en Iran. Et c'est évidemment un exploit dont il s'est glorifié dans l'histoire de la Mésopotamie. On a d'autres parallèles, comme celui de Nabuchodonosor Ier, qui a réussi à faire revenir la statue de Marduk également depuis les lames, etc. Shu-ilishu se vante aussi d'avoir rassemblé la population d'Ur dispersée, nous dit-il, ce qui montre qu'il y a eu un exil au moins partiel de la population de la ville, mais on ignore si cet exil a été consécutif à l'attaque élamite ou s'il l'a précédé au moment de la période de famine. C'est quelque chose qu'on ignore toujours. La prétention du roi d'Icine peut être corroborée par les découvertes textuelles, puisque après, donc, comme je l'ai indiqué, plusieurs années de silence, eh bien, on retrouve des textes à Ur à partir de l'année 5 de Shu-ilishu. Par ailleurs, il a été le premier souverain de sa dynastie à prendre le titre prestigieux de roi d'Ur, même si sa capitale restait Icine. Malheureusement, on ne sait pratiquement rien des 20 ans de son successeur Idin Dagan, et donc il nous faut passer immédiatement au règne d'Ishme-Dagan entre 1955 et 1937. C'est une période qui est généralement considérée comme prospère en raison de la floraison littéraire qui eut lieu alors. On considère en général qu'il est difficile d'avoir, dans des conditions précaires, beaucoup de textes littéraires. On peut discuter de cette assertion, mais on voit en tout cas ce qui est sûr, la fixation de la titulature des rois d'Icine à ce moment-là. Ishme-Dagan est d'abord décrit comme le pourvoyeur de Nippur, Nippur étant le sanctuaire central dans le pays de Sumer. Son deuxième titre vante son souci de la ville d'Ur, et cela se voit par exemple par le fait que sa fille Eannatum a été prêtresse Entum du dieu Nana à Ur. Là encore, on aura une séance entière consacrée à ces prêtresses Entum. La titulature d'Ishme-Dagan le définit aussi comme celui qui se tient tous les jours au service d'Eridu, qui ne survivait plus alors que limité à son principal sanctuaire, mais qui conservait une importance religieuse considérable. Il est aussi le prêtre En d'Uruk, donc desservant de la déesse Inanna Ishtar, qui est la déesse principale de la ville d'Uruk. Et enfin, il est qualifié de roi puissant, roi d'Icine, roi de Sumer et d'Akkad. Donc une façade brillante, mais cette puissance affirmée devait être vite concurrencée par celle de rois installés plus au sud, à Larsa. Les débuts de la dynastie de Larsa sont tout sauf clairs. Il semble en fait que c'est au moment où les rois de Larsa sont entrés en compétition avec ceux d'Icine qu'ils ont fabriqué une liste royale où ils firent rétrospectivement des chefs nomades dont ils descendaient les 3 premiers rois de Larsa.
En fait, le premier roi qui a laissé des inscriptions, c'est Zabaya, un contemporain d'Ishmedagad d'Issine, et la confrontation entre Issine et Larsa a débuté réellement sous le règne du frère de Zabaya, qui s'appelait Gungunum, donc, qui a régné 27 ans entre 1932 et 1906. Il était donc contemporain du roi d'Issine Lipiteshtar, 1936 à 1926, pour lequel on possède des éléments intéressants, notamment le fait que Lipiteshtar a promulgué un code de loi en sumérien, qui est d'ailleurs rappelé dans pratiquement toutes les inscriptions commémoratives de ce souverain, et qui est donc beaucoup plus ancien que le code d'Hammurabi, qui est rédigé, lui, en akkadien, mais qui est postérieur très clairement. Lipiteshtar donc a commencé par dominer Our comme ses prédécesseurs, et on a retrouvé sur place plusieurs tablettes datées de son règne, ainsi que des sceaux de fonctionnaires qui se décrivent comme ses serviteurs, mais cette domination d'Issine sur Our allait se révéler fragile. En effet, Gungunum réussit à s'emparer d'Ur durant sa 7e année de règne en 1926. Curieusement, il n'a pas commémoré l'événement par un nom d'année, mais plusieurs tablettes retrouvées à Our sont datées de l'an 7 de Gungunum. Et par ailleurs, on voit que cette conquête n'a pas causé de bouleversement majeur dans la ville conquise. Les fonctionnaires installés par les rois d'Issine ont été maintenus à leur poste. La grande prêtresse de Nana et Anatum, la fille du roi d'Issine Ishmedagan, a continué à construire des bâtiments. Simplement, dans ses inscriptions, désormais, elle indique que les édifices sont voués pour la vie de Gungunum, qu'elle qualifie de roi d'Ur. Du point de vue de Gungunum lui-même, pendant très longtemps, on n'a connu qu'une seule inscription dans laquelle il se qualifie de roi de Larsa, mais ça n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de briques dans lesquelles était commémorée la construction du mur d'enceinte de Larsa. Mais dans une inscription publiée en 2011 par Andrew George, eh bien, Gungunum est qualifié à la fois de roi de Larsa et cultivateur d'Ur, ce qui montre bien qu'il était soucieux de faire apparaître dans sa titulature le fait qu'il avait réussi à s'emparer de la ville d'Ur. Et de fait, à partir de Gungunum, le nombre de textes à Ur n'arrête pas d'augmenter jusque vers le milieu du règne de Rimsin, pendant donc à peu près 135 ans. Alors, les noms d'années de Gungunum commémorent plusieurs travaux à Ur, notamment la construction de la grande porte de la ville, celle d'un magasin, mais curieusement, sur le terrain, on n'a pas retrouvé d'inscriptions, de fondations qui correspondent à ces constructions. Pour Issine, la perte d'Ur a constitué une défaite majeure, non seulement symboliquement, mais aussi économiquement, puisque le royaume d'Issine a perdu l'accès au Golfe et au riche commerce maritime qui aboutissait au port d'Ur. Là encore, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est que les rois d'Issine n'ont pas reconnu officiellement la perte d'Ur. Le successeur de Lipiteshtar, Ur-Ninurta, se proclamait toujours pasteur d'Ur, alors qu'il ne contrôlait pas la ville. Boursine a porté le titre de puissant fermier d'Ur. Et un peu plus tard, Enlil-Bani se qualifie de fermier qui fait pousser du grain abondant pour Ur. Alors, dans l'histoire, là encore, on a des parallèles. Jusqu'à l'entente cordiale, les souverains d'Angleterre se proclamaient toujours ducs de Normandie, alors que ça faisait un moment que la réalité n'était plus celle-là. Mais en général, justement, quand on a du mal à faire coïncider la titulature avec la réalité, ça veut dire qu'il reste toujours quelque chose d'un peu douloureux. La confrontation entre Ur et Issine s'est poursuivie sous le successeur de Gungunum, le roi de Larsa, Abissaré. Et dans une inscription, on le voit, qui se pare du titre de roi d'Ur, tandis que par ailleurs, il se dit aussi roi de Larsa, ville dans laquelle il a construit un palais et dont il a renforcé la muraille.
Il a remporté en 1898 une victoire sur Icine, c'est le nom de sa 9e année de règne, et on constate que cette année-là correspond à la date de la mort du roi d'Icine Ur-Ninurta, dont on peut supposer qu'il mourut au combat. Peu après, c'est Sumuel qui a occupé le trône de Larsa pour une longue période, entre 1894 et 1866. C'est un règne qui manifestement a été très important, mais le détail des événements reste encore mal connu, notamment parce qu'on possède plusieurs listes de noms d'années, mais qui sont contradictoires, et donc on a du mal à mettre tout cela en ordre. Et c'est une période en même temps qui se caractérise par des alternances d'avancée et de recul pour Larsa. Il semblerait qu'à un moment donné, Sumuel ait subi un revers assez grave face au roi d'Icine Boursine, qui réussit à reprendre temporairement le contrôle sur Our. En effet, les noms des années 17 à 21 de Sumuel ne sont pas attestés à Our, et ce laps de temps correspond aux dernières années de Boursine et aux premières années de son successeur. Or, on a retrouvé à Our les sceaux de serviteurs de Boursine et même un texte qui est daté de ce roi. Et ce texte, qui n'a pas été compris par son éditeur, Figula, a été compris correctement par Kraus dans le compte-rendu de l'ouvrage. Il enregistre une dépense de 120 litres de farine pour le repas du roi, Ananaptan Lugal, ce qui avait été compris comme un nom propre par Figula. Et on nous dit que cette farine a été reçue par le boulanger des mains d'un personnage nommé Nicine, vieil Abiatum, et le texte est daté du 26-12 de l'année où Boursine est devenu roi. Mais il ne faut pas comprendre que c'est l'année d'avènement de Boursine sur le trône d'Icine, il faut comprendre que c'est la première année où Boursine a été reconnu à Our. Et ce texte où on voit de la farine destinée au repas du roi, eh bien, prouve que le roi d'Icine Boursine est venu en personne à Our, ce que Kraus avait supposé, mais avec un point d'interrogation dans sa note, et vous verrez tout à l'heure qu'on possède un parallèle plus tardif d'une situation exactement analogue qui confirme donc cette interprétation. Un élément nouveau a été apporté par la fouille de 2017, par le fait que dans la maison de Sinnada, eh bien, on a découvert une tablette qui est datée du roi Imiti, donc le deuxième successeur de Boursine, et donc il se pourrait que cette domination des rois d'Icine ait été un petit peu plus longue que ce qu'on croyait jusqu'à présent. En tout cas, Sumuel de Larsa a réussi à reprendre Our au plus tard en l'année 21, puisque c'est à ce moment-là qu'il a installé sa fille comme grande prêtresse du dieu Nana. Et à partir de ce moment-là, Our a fait partie du royaume de Larsa jusqu'à la fin. On arrive donc à la troisième phase de l'histoire d'Ur, quand la ville a été intégrée complètement au royaume de Larsa. Le successeur de Sumuel sur le trône de Larsa, c'est Nuradad, qui pourrait avoir été un usurpateur, et on a là encore de gros problèmes pour reconstituer dans le détail son règne. Il y a des grands travaux qui supposent une certaine prospérité, le fait que la muraille de Larsa soit rebâtie, le fait que Nuradad ait édifié un palais à Larsa, mais ce palais semble n'avoir jamais été terminé. Question est de savoir pourquoi. Il y a eu aussi des travaux importants de Nuradad à Our, des travaux pour la déesse Ningal, par exemple, dans le magasin des temples, le Ganunmar, et le plus intéressant, c'est le dépôt de fondation de Nuradad dans le secteur de l'Ekishnugal, le grand temple de Nana, voulait à retrouver un dépôt de fondation dans lequel se trouvaient des cylindres en cuivre. Il y en a un qui a été restauré récemment
à Philadelphie, on trouve gravé sur ce cylindre une inscription commémorant la construction d'un four dans les cuisines du temple. On y reviendra plus longuement plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'une inscription de Sinidinam, le fils et successeur de Nouradad, semble indiquer qu'il y a eu un certain nombre de graves revers qui ont marqué le règne de Nouradad, et le fait est qu'il y a seulement 6 noms d'années de Nouradad sur ces 16 ans de règne qui sont attestés à Our. Sinidinam, donc, officiellement, n'a occupé que pendant 7 ans le trône de Larsa, mais il semble en réalité avoir déjà été associé au trône par son père du vivant de celui-ci. On le sait d'abord parce qu'un texte découvert à Al-Riba, l'antique Lagash, qui est daté de Nouradad, comporte un serment par Nouradad et par Sinidinam. Et on le sait aussi parce qu'on a une inscription sur des briques qui commémore la restauration du grand magasin, le Ganunmar, à Our, et Sinidinam y apparaît avec le titre de roi de Larsa, mais il voue le bâtiment pour la vie de mon père et pour ma propre vie, ce qui veut dire donc que Nouradad était encore vivant au moment où cette inscription a été faite. Depuis la parution du volume des inscriptions royales paléo-babyloniennes en 1990 dans Rime IV, 2 inscriptions majeures de Sinidinam ont été publiées. L'une ne nous concerne pas directement ici, c'est celle qui a été découverte par Elizabeth Stone à Tel Abu-Douwari, l'antique Mashkan Shapir, et qui a été publiée par Piotr Steinkeller en 2004. Mais l'autre nous intéresse directement, elle est tout à fait étonnante. Elle a été publiée dans Qusas 17 en 2011 par Konrad Folk. C'est un texte qui est tout à fait exceptionnel du point de vue thématique. En effet, pour la première fois, un roi reconnaît qu'il a dû interrompre une entreprise ordonnée par les dieux pour aller faire la guerre. Sinidinam décrit en effet d'abord comment, sur l'ordre du dieu Nana, il s'est lancé dans un vaste programme de construction à Our. Il s'agissait de fortifier les murailles de la ville, de sorte que, je cite, la population puisse y vivre en paix et y dormir en toute tranquillité. Et le dieu, nous dit-on, fit sortir de l'Ekishnugal, donc de son temple, la corbeille, symbole de la corvée, là encore un thème sans parallèle, et les travailleurs pleins de joie, sikhs, purent se mettre alors au travail. Mais il fallut interrompre ces travaux en raison d'une attaque du royaume par des ennemis venus du nord. Sinidinam a remporté la victoire sur la ville d'Ibrat, on ne sait pas exactement où elle se situe, et a conduit le roi vaincu à Larsa par devant son père Nouradad, encore une preuve que Nouradad était encore vivant pendant que Sinidinam régnait, et finalement le travail sur la muraille a pu être achevé. Donc voilà tout ce qui est raconté d'une façon extrêmement intéressante sur ce document. On ne sait pas exactement comment s'est terminé le règne de Sinidinam, mais il a été marqué par une rupture dynastique, puisque son successeur, Siniribam, qui est monté sur le trône en 1842, se décrit sur l'inscription Qusas 1750 comme fils de Gaesh Rabi, donc il n'était pas le fils de Sinidinam. Siniribam a eu comme successeur Sinikisham pendant une période limitée, et la phase a été terminée par le règne très curieux de Tsili-Adad en 1835, qui n'a duré que 9 mois, et pendant la fin de cette année-là, les tablettes sont datées avec une formule sans parallèle, année où Tsili-Adad a été chassé de la royauté. Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et c'est de cette époque troublée que datent une partie des textes retrouvés en 2017 dans la maison de Sinnada. Et en regardant de plus près les empreintes toutes incomplètes du sceau de Sinnada, je me suis rendu compte que la 5e ligne n'était pas toujours la même. J'avais d'abord rencontré des empreintes où je pouvais déchiffrer l'indication qu'il était serviteur de Tsili-Adad, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres où le nom du roi était différent. C'était Sineribam, donc le roi de Larsa antérieur, et on voit donc que
Sin-Nadha, au moment où Tiliadad est devenu roi, a éprouvé le besoin de se faire graver un nouveau sceau cylindre dans lequel il se déclarait serviteur du nouveau roi. Et ce sceau est d'ailleurs le seul connu actuellement où un individu se décrive comme serviteur de Tiliadad, ce qui n'est pas très étonnant vu la faible durée du règne de Tiliadad. Et ce qui est très intéressant, c'est que Tiliadad a entamé des travaux dans le temple de Ningal, dont Sin-Nadha était, je vous rappelle, l'intendant. On aura l'occasion de revenir sur ce temple, mais on voit donc que Sin-Nadha a apparemment réussi à convaincre le roi Tiliadad de l'urgence de faire des réparations dans le sanctuaire dont il était responsable. En 1834, une nouvelle dynastie s'ouvre à Larsa qui devait durer 72 ans. Elle a été fondée par Kudur-Mabuk, mais celui-ci n'a pas pris le titre de roi, et ce sont ses deux fils, successivement Waratsin et Rimsin, qui ont occupé le trône de Larsa, tandis que sa fille Enanedo devenait à son tour prêtresse Entum du dieu Nana à Ur. Je passe sur l'origine controversée de cette dynastie, mais ce qu'on voit, c'est que donc, pendant le règne de Waratsin, eh bien, sa sœur Enanidou a été donc choisie comme prêtresse Entum, et on a une inscription quel commandita qui commémore ce fait. On voit aussi que le nom de l'an 8 commémore la construction de la grande cour du temple de Nana, et ceci correspond manifestement à ce que voulait appeler le bastion de Waratsin, comme le montrent des inscriptions trouvées in situ. En l'an 10, Waratsin travailla à la muraille de la ville d'Ur, pour laquelle on a plusieurs inscriptions. Il y a d'autres travaux dans de très nombreux temples. On aura l'occasion de revenir sur tous ces travaux. En 1822, Rimsin succède à son frère et il a eu un règne beaucoup plus long puisqu'il n'est resté pas moins de 60 ans sur le trône. Et ce règne semble constitué de deux moitiés très dissemblables. La première moitié a vu victoire sur victoire, d'abord sur Uruk, et puis finalement la victoire sur le dernier roi d'Issine, Damikilishu, et désormais tout le sud de la Mésopotamie, l'ancien pays de Sumer, a été entre les mains du roi de Larsa. Et en ce qui concerne Ur, on voit des noms d'années qui commémorent l'installation de statues, la construction du temple d'Enki, et on a retrouvé le dépôt de fondation avec une jolie statuette inscrite. Par ailleurs, il y a des travaux d'irrigation importants. Il semble que Rimsin a essayé d'augmenter l'approvisionnement en eau en faisant davantage appel à l'eau du Tigre par rapport à celle de l'Euphrate. Mais tous ces efforts dans la première moitié du règne semblent avoir quelque peu épuisé le pays, et on a une deuxième moitié du règne de Rimsin qui est à la fois beaucoup moins documentée, donc beaucoup moins connue, mais qui semble aussi avoir été moins brillante. Et finalement, le royaume de Larsa n'a pas pu résister à l'assaut de Babylone et a été annexé par Hammurabi en 1763, ce qui nous amène donc à la dernière phase de l'histoire d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. Je passerai rapidement sur cette période car nous aurons l'occasion d'y revenir beaucoup plus en détail. Donc, une conquête par Hammurabi lors de sa 30e année de règne. Ensuite, donc, une période de 13 ans où Hammurabi a administré, réorganisé l'ancien royaume de Larsa, plaçant à la tête de la région un personnage qui s'appelle Sinidina, mais qui avait été son secrétaire, donc un proche. Et ces 13 années sont notamment documentées par les archives de Shamash-Razir, qui était l'intendant du domaine royal, et qui a fait l'objet d'un livre de Baptiste Fiette qui doit paraître d'ici cet été. Au bout de 13 années, Hammurabi mourut, et la question qu'on pouvait se poser, c'est de savoir quelle a été l'attitude de Samsu-Iluna par rapport à la ville d'Ur. Eh bien, une des tablettes des archives de Abyssum, découverte en 2017,
nous a donné une réponse très intéressante. C'est un conte de poissons qui mentionne des poissons pour le repas du roi, Ananaptan Charim. Et on a déjà vu cette expression à propos du roi d'Issine, Boursine. Eh bien, on voit là encore que Samsu-Iluna s'est donc rendu en personne à Our, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent. La raison d'être de ce voyage, eh bien, on le sait parce que l'année 5 a un nom qui commémore une offrande, l'offrande d'un trône au dieu Lune Nanassine. Alors, on n'en a pas de représentation, mais en voici une image plus ancienne de plus d'un siècle. Et le nom d'année, c'est année où Samsu-Iluna, le roi, fit faire un trône en offrande à Nana, sa divinité personnelle, et où il l'installa dans les Kishnugal, son temple pur. Alors, ce type de formule, généralement, on ne le prend pas au pied de la lettre. Donc, quand on nous dit qu'il a installé le trône dans les Kishnugal, on peut dire que ce n'est pas une preuve que Samsu-Iluna s'est rendu à Our. Sauf que maintenant, nous avons ce texte qui nous montre qu'effectivement, Samsu-Iluna est allé en personne à Our. Et c'est intéressant de voir que c'est un petit texte comptable qui permet de mieux comprendre un fait culturel majeur, à savoir que l'annexion du sud de la Mésopotamie par Babylone n'a pas empêché ces rois de montrer du respect pour cette région, l'antique Sumer, qu'ils savaient être le berceau de leur civilisation. En dépit de telles marques d'attention, les habitants du Sud vécurent mal la domination babylonienne et dès l'an 8 de Samsu-Iluna eut lieu une révolte d'un certain Rimsin, qu'on a pris l'habitude d'appeler Rimsin II. On y reviendra en détail dans le dernier cours. Disons simplement que Samsu-Iluna a réussi à reconquérir le Sud en l'an 11, mais que dès l'année suivante, on constate l'abandon de la ville et de la région. La même situation valant pour Larsa et pour Uruk. Et il est grand temps que je vous remercie de votre attention.